Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Encore une fois, bonsoir. Les points de l'accord du 12 octobre qui divise les acteurs sont désormais sur la table de l'Assemblée nationale. Ces propositions sont contenues dans les 3 projets de loi qui sont l'amendement du code électoral, le code de collectivité électorale et celui lié au Conseil des collectivités. Interrogé sur la question, le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée salue d'abord la tenue du dialogue et rappelle que le gros du travail revient désormais aux députés quant à l'examen des projets pour leur adoption. Le point avec Daouda Mohamed Kamara. Depuis après la signature de l'accord du 12 octobre 2016, les acteurs politiques et ceux de la société civile mis ensemble forment 2 blocs. Un bloc entièrement d'accord avec tous les points et l'autre bloc porte ses réserves sur 2 points. Il s'agit du mode de désignation des chefs de quartier et présidents de district et le point relatif à l'indemnisation des victimes de manifestations. Les points sont introduits au Parlement et pour l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée, les députés sont mieux outillés pour un travail de qualité vu qu'ils sont bien imprégnés des positions des uns et des autres. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que sur la question des élections au niveau des quartiers et districts, il revient au Parlement de se prononcer. La Guinée dispose depuis 2013 d'un Parlement démocratiquement élu. C'est sa responsabilité de légiférer et d'adapter le code électoral ou le cadre légal pour les élections dans la direction que le Parlement souhaite donner. C'est la responsabilité du Parlement. Il y a des élus du peuple qui peuvent et qui doivent prendre cette responsabilité. Concernant le point relatif à l'indemnisation, un point qui divise aussi, l'ambassadeur de l'Union européenne estime que c'est un premier pas significatif qu'il faut saluer et attendre les autres dispositions pour d'autres victimes. Ce n'est pas le seul événement, les manifestations de 2013, oui, qui ont connu des victimes, mais c'est une première. Je pense qu'il y a lieu de voir les possibilités d'élargir éventuellement cette initiative aussi pour d'autres catégories de victimes, ce qui pourra sûrement contribuer à la réconciliation en Guinée. Donc je crois qu'il faut réellement le voir comme un premier pas, un point important, avec la proposition d'inscrire une dotation dans le budget 2017 pour concrétiser réellement une première tentative d'indemnisation de victimes. En tout cas, depuis vendredi de la semaine dernière, le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale les projets de loi et les jours à venir nous situerons sur les conclusions. Le Conseil économique et social vient de clôturer sa 2e session ordinaire 2016 de l'Assemblée plénière. Pendant 60 jours, les acteurs se sont penchés sur les problèmes économiques et sociaux du pays pour des propositions de solutions aux décideurs. Selon la présidente d'ailleurs, tout cela devra permettre de trouver satisfaction aux préoccupations des citoyens. C'est un compte rendu signé Djanka Sissé. C'est un passage à revue des problématiques qui assaillent les différents secteurs du pays. Après 2 mois de travaux, la présidente du Conseil économique et social a présenté les propositions adoptées. La mise en œuvre du projet de développement communautaire des villages agricoles. L'autosuffisance alimentaire en question, quelle solution? Le développement des infrastructures routières. La mise en œuvre d'un village artisanal, le développement du tourisme en Guinée, la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la création de colonies de vacances et enfin la mobilisation des recettes publiques et la gestion des dépenses publiques. Parmi les problèmes auxquels fait face l'institution figure l'insuffisance de la réception des sujets de saisine au niveau du CES depuis sa création. Une situation que Radia Rabiatou Siradialo déplore. Que depuis la création du Conseil économique et social en 1997, cette institution n'a reçu que 10 sujets de saisine, 8 pour la première mandature et 2
pour la mandature en cours. Après avoir soumis donc les résultats de cette deuxième session ordinaire au ministre conseiller spécial du président de la République chargé des relations avec l'institution, des promesses ont été faites au CES quant à leur réalisation. Monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, renouvelle toute sa confiance en votre illustre institution et qu'il sait compter sur le dévouement patriotique de ses membres dans l'assistance que vous apportez aux deux pouvoirs destinataires de vos précieux avis et recommandations. C'est pourquoi il ne ménagera aucun effort pour assurer la réussite de votre session. Ces propositions, une fois réalisées, pourraient booster le développement économique et social de la Guinée, a laissé entendre la présidente du Conseil économique et social. En prélude à la semaine des ministres de l'énergie de la CEDEAO, des experts des ressources énergétiques de cette région se sont retrouvés en conclave cette semaine à Conakry. L'objectif est de mettre en place un système d'échange pour promouvoir et développer les infrastructures de production et de transport d'énergie électrique. Le compte rendu est signé Saloum Kondi. La création des marchés régionaux de l'électricité pourrait voir le jour dans les années prochaines en Afrique occidentale. En tout cas, c'est la préoccupation des experts des ressources énergétiques de la CEDEAO. Selon ces spécialistes, 180 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité dans l'espace ouest africain. Au terme de cette rencontre, ces experts devront faire des recommandations pour l'exploitation et l'approvisionnement en énergie bon marché. Il s'agira pour vous, au terme des 2 journées de travaux, de nous faire des recommandations pertinentes, fondées sur le sens des responsabilités qui engagent nos divers États. Surtout, que ces recommandations soient applicables par tous. C'est à ce prix que notre réunion, celle de grands espoirs au regard de toutes les institutions qui nous accompagnent, réussira à faire prendre le meilleur élan pour l'atteinte des objectifs assignés. La précarité énergétique est certes une réalité en Afrique, mais l'énergie solaire semble être la solution. C'est le président guinéen qui coordonne d'ailleurs ce projet qui lui a été confié par ses pairs du continent. Et au département en charge de l'électrification du pays, l'espoir est permis pour relever le défi. Poursuivre avec le dynamisme, l'exaltant défi d'amélioration de l'accès de nos populations aux services énergétiques durables. Selon l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO, des acquis ont été réalisés avec la construction de 862 km de lignes d'interconnexion pour les communautés frontalières du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Pendant ce temps, la Direction générale de l'électricité de Guinée était, elle, en campagne de sensibilisation qui a débuté cette semaine à Dubreka. Objectif expliquer à cette population les raisons des perturbations électriques enregistrées ces derniers temps dans la zone. C'est une sensibilisation qui fait suite à une menace de manifestation adressée à la direction préfectorale de l'EDG. Soirée Boubacar. La préfecture de Dubreka, comme la plupart des zones couvertes par l'EDG, connaît aujourd'hui une forte perturbation de la desserte en électricité. Abritant d'ailleurs le barrage hydroélectrique de Kaleta, les citoyens disent ne pas comprendre que leur localité continue de vivre dans l'obscurité une fois la nuit tombée. Pour la direction de l'EDG, cette situation s'explique par la surcharge du réseau. C'est le fait que le départ de Dubreka est très chargé. Il prend en compte plus de 103 transformateurs. Alors que le Dubreka en tant que centre n'a que 58 transformateurs. 58 transformateurs. Vous imaginez, une fois que le départ est déchargé, eh bien, la population de Dubreka sera très heureuse. Devant les représentants de cette population, la délégation a pris l'engagement de résoudre ce problème dans un délai de 3 mois. Une promesse acceptée par ses citoyens, mais qui exige à ce que ce délai soit respecté. À tout moment, il y a des coupures. Il y a des coupures à tout moment. Nous demandons à l'EDG de se battre, puisqu'ils l'ont dit, qu'ils vont nous détacher de l'endroit où nous sommes pour nous ramener à Kabylie. Nous leur prions de tout faire, nous satisfaire dans ce domaine, pour que Dubreka aussi ne soit pas tellement isolé. Dubreka n'a pas de courant. Vraiment, ça nous travaille. À part le rétablissement des citoyens de Dubreka dans leurs droits, la direction générale de l'EDG compte désormais maintenir le contact permanent avec les clients pour éviter toute désinformation. C'est un problème de courant
c'est légitime ce qu'ils ont dit. Ils ont droit et nous avons l'obligation de donner du courant. Donc, mais il y a une crise d'information qui crée la désinformation. Ce qui fait que désormais, nous avons décidé d'être régulièrement auprès des populations pour les informer. Cet échange d'informations entre les deux parties a permis aux jeunes de Dubreka de surseoir à leurs menaces de manifestation. Autre chose dans cette rétrospective de la semaine, la conférence régionale du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires des États francophones de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte cette semaine à Conakry. 72 heures de travaux devront permettre aux participants d'élaborer un document de plaidoyer visant à inciter les décideurs à prendre en compte des préoccupations liées à la santé maternelle et aux violences basées sur le genre. Cette rencontre de Conakry est la suite logique des travaux tenus à Kindia dans le cadre de la promotion de la santé maternelle et des droits de la gente féminine. Elle révèle d'une importance capitale aux yeux du Refamp Guinée. C'est plutôt une étape cruciale de notre évolution commune que nous devons mettre à profit pour marquer notre redevabilité à nos États dans leur quête quotidienne en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Durant 3 jours, les participantes échangeront sur la planification familiale, la santé maternelle et les violences basées sur le genre. Les discussions devront ainsi aboutir à la proposition d'un document tenant en compte toutes ces préoccupations. Durant ces 3 jours, il s'agira donc d'aboutir à l'élaboration et à la validation d'une déclaration dite de Conakry qui définira les axes stratégiques, identifiant les actions et les moyens nécessaires pour permettre aux Refamp de s'approprier des thématiques ci-dessus citées et contribuer ainsi à l'impulsion du dividende démographique dans leurs pays respectifs. Lutter pour promouvoir la femme et le dividende démographique, c'est donc l'objectif de ces 72 heures de travaux. Une mission que s'assigne également le département de l'action sociale pour lequel cette rencontre est une opportunité d'évaluation. Cette rencontre offrira donc l'opportunité de procéder pour chacun des pays participants à l'évaluation des progrès réalisés, mais aussi et surtout des contraintes et des goulots d'étranglement, des bonnes pratiques et des leçons apprises, de l'exécution des programmes nationaux et des politiques sur les 3 thématiques importantes. Cet atelier qui a débuté ce mercredi prendra fin vendredi 9 décembre 2016. Et justement, en prenant part à cette cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement et celui du chef de l'État à préserver la dignité de la femme. Mamadi Yula est au micro de ça à Luyomboula. Je voudrais profiter de cette tribune pour assurer nos hôtes que la République de Guinée a déjà pris les mesures allant dans le sens du respect de la dignité et de la personnalité de la femme et des autres couches vulnérables en ratifiant et en adhérant à toutes les conventions et traités internationaux et régionaux de promotion et de protection des femmes, des enfants et des personnes âgées et des personnes handicapées également. Distingués hôtes, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence professeur Alpha Condé, soucieux de préserver et de promouvoir les droits fondamentaux de la personne, demeure plus qu'auparavant engagé avec vos pays respectifs pour mener ensemble la lutte contre tous les fléaux avilissants et dégradants de la femme à travers un partenariat fort et durable. La Guinée s'est enfin dotée d'un document de politique nationale de protection sociale. Ce document a été remis cette semaine au Premier ministre, chef de gouvernement, à l'occasion de l'ouverture du forum régional sur la protection sociale. Ce programme vise à assurer la couverture sociale de 20% de la population nationale d'ici 2021. Bah Mamad Alpha.
La réduction de la pauvreté, l'accès aux services sociaux de base, la protection contre les risques économiques et sociaux restent des préoccupations majeures pour les autorités de la Troisième République. D'où la création en 2014 d'un comité interministériel chargé de l'élaboration d'un document politique national de protection sociale. À ce jour, la Guinée dispose de son tout premier document de politique de protection sociale dont la mise en œuvre, vivement attendu, fera beaucoup d'heureux. Le document que nous nous apprêtons à vous livrer, pour votre appréciation, ne vise rien de moins qu'à assurer à 20% de la population une couverture sociale enviable pendant les 5 prochaines années à venir. L'obtention de ce document de protection sociale est certes une bonne nouvelle, mais sa mise en œuvre nécessite des ressources constantes. C'est pourquoi d'ailleurs la ministre de l'Action sociale demande le soutien du gouvernement guinéen et des partenaires techniques et financiers. Je plaide pour l'inscription et l'alimentation d'une ligne budgétaire en faveur de la protection sociale. Je sollicite auprès de nos partenaires la poursuite du renforcement des capacités sur les meilleures stratégies de mobilisation de ressources. Mesurant la portée de cet ambitieux projet, le groupe de la Banque mondiale se dit déterminé à poursuivre son accompagnement en faveur de la Guinée. Et l'UNICEF ne déroge pas à la règle aussi. Au nom du groupe de la Banque mondiale, notre engagement à continuer à poursuivre les efforts et accompagner le gouvernement dans le chemin d'améliorer les conditions de vie de la population. Ce forum sera donc capital, en ce qu'il a pour objectif essentiel d'accroître l'engagement à tous, notre engagement, bien sûr, des forces vives de la nation et des partenaires techniques et financiers autour de la politique nationale de protection sociale, d'améliorer le dialogue politique autour de la protection sociale et définir les voies et moyens de développement des systèmes efficaces et durables de protection sociale en Guinée. La Guinée vers une protection sociale inclusive sera bientôt une réalité. En tout cas, les autorités du pays ont déjà mis 1% de son produit intérieur brut. Pour la réussite de cette mission, les experts conseillent déjà à la rationalisation des financements disponibles et à l'acquisition d'un système de protection sociale. À la réception de ce document de politique nationale de protection sociale, le chef de gouvernement guinéen s'est montré satisfait des travaux déjà réalisés par les différents services. Et Mamadi Youla s'est engagé à faire de la protection sociale une priorité. On l'écoute au micro de Bamamad Alpha. Je voudrais ici exhorter le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, qui est le département porteur de cet ambitieux projet, ainsi que le comité interministériel et les partenaires techniques et financiers, à multiplier les efforts pour matérialiser cette volonté. Je reconnais le caractère ardu de cette tâche, mais ne doute point des capacités des organes précités à relever le défi. Je traduis ici la satisfaction du gouvernement à la suite de l'obtention d'un document qui, correctement mis en œuvre, servira de rempart contre la pauvreté et la vulnérabilité auxquelles sont confrontées de nombreuses entités sociales. Je m'engage à en faire une action et une priorité de notre gouvernement. L'application de cette future loi de protection sociale requiert la participation de toutes les parties prenantes de la nation. Le gouvernement, pour sa part, prendra les dispositions nécessaires en vue de l'application de cette loi en tenant compte des moyens de l'État qui restent limités au regard de ses nombreuses obligations. Au même moment, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a lancé en partenariat avec le projet pour la santé infantile et maternelle une campagne de sensibilisation couvrant pour cette première étape les 5 communes de la capitale. La campagne vise à sensibiliser les populations sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Les précisions avec Diao Bachir.
Beaucoup d'observateurs estiment aujourd'hui que les violences basées sur le genre constituent de véritables problèmes sociaux en République de Guinée. C'est justement pour inverser cette tendance que le département de l'action sociale et ses partenaires envisagent de passer à la vitesse supérieure. Ce mercredi, les agents de santé des 5 communes de la capitale ainsi que certains acteurs de la société civile, après plusieurs jours de formation, ont reçu des outils de travail. Ce sont des numéros flottes, des boîtes à images et des fiches d'enregistrement pour faciliter leur travail de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Pour notre contribution, nous avons essayé de mettre des éducateurs communautaires dans les structures, dans les différents quartiers de la ville de Conakry. Et ces éducateurs communautaires sont formés à donner des messages clairs pour faire reculer la violence. Mais aussi ils sont outillés, ils ont des outils, des boîtes à images et ils sont aussi dotés en téléphone et tous ces téléphones sont connectés en flotte pour leur permettre de donner les informations aux services de sécurité mais aussi d'orienter les femmes, de leur donner les informations sur les services de santé qui sont à leur disposition, à disposition de la population pour prendre en charge les cas de violence basés sur le genre. Pour Madame la conseillère technique chargée des violences basées sur le genre au ministère de l'Action sociale, le choix des agents et les structures sanitaires des 5 communes de la capitale n'est pas fortuit. Au niveau des structures de santé, il y a des femmes qui viennent, qui ont des problèmes, mais on ne sait pas, donc il fallait former les agents de santé pour qu'elles sachent dépister, détecter les formes de violence que ces femmes qui viennent souvent au niveau des services de planification familiale et au niveau de la maternité pour pouvoir dépister les formes de violence que les femmes qui viennent subissent dans la communauté. La ministre de l'Action sociale reste donc persuadée que seule une synergie d'action de toutes les forces vives permettra au pays de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Ces violences ont existé, elles vont exister. C'est pourquoi nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons nous lever comme une seule nation. Nous devons faire halte. Nous devons mettre une croix rouge. Nous devons briser les vitres. Nous devons avoir la langue. Nous devons avoir le courage. Aucun développement n'est possible s'il y a l'inégalité. Des séries de formations et de sensibilisation contre les violences basées sur le genre seront élargies à l'intérieur du pays, nous a confié la conseillère technique du projet. La Guinée abrite depuis cette semaine le 10e conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Au cours de cette session, il sera question de présenter le bilan de l'année écoulée et de définir de nouvelles orientations avant de confier la direction de cette institution régionale à la Guinée pour un an. Le compte rendu est signé Bah Mohamed Alpha. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est une institution de référence pour la formation d'excellence au métier de la mer et de l'industrie. Elle regroupe 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et chaque année, les pays membres de l'organisation se retrouvent pour faire le point des activités de l'institution, d'où la rencontre de Conakry. Il sera une question d'abord du rapport d'activité. On va faire le point sur le rapport d'activité du directeur général, toutes les activités qui ont été faites, le rapport d'activité qui va comprendre les recommandations qui ont été faites à la 9e session à Libreville, et puis également il y aura le rapport financier qui sera fait, et également le rapport du commissaire aux comptes qui doit valider les comptes de notre institution. Et puis bon, on va entrevoir ensuite les perspectives. Le gros problème auquel on est confronté, c'est le problème des cotisations. Le directeur national en a parlé tout à l'heure. Donc on va aussi faire le point des États, le point des contributions des États. Donc c'est toutes les questions qui concernent notre institution commune, et puis les questions de la formation, les questions de fond. Vous savez que nous sommes une institution de formation. Aujourd'hui, tous les États sont tournés vers ce qu'on appelle l'économie bleue pour leur développement. Donc d'où l'importance encore de notre structure qui va avoir bientôt 30 ans. Parmi les 8 pays qui composent le conseil d'administration de l'organisation figure en bonne place la Guinée. Une opportunité que le pays doit saisir, selon la directrice générale du port autonome de Conakry, pour renforcer ses performances. Nous sommes dans le conseil d'administration
les 8 membres du conseil d'administration, la Guinée est membre. Donc, nous pouvons dire que c'est une aubaine pour nous, c'est une opportunité à saisir. C'est le conseil d'administration qui se tient aujourd'hui pourra examiner certains points du conseil certains points. Pour la qualification du secteur maritime et portuaire en Guinée, la formation du personnel est indispensable d'après le directeur général de la marine marchande. Et pour profiter des bourses qu'offre l'ARCTM, il faudra s'acquitter des cotisations. Il y a un déficit de cadre dans le secteur maritime et portuaire. Donc, moi, directeur national de la marine marchande et tous mes collègues directeurs du secteur maritime et portuaire, on s'est réunis pour dire qu'il faut qu'on forme les cadres à la STEM pour la relève de ce secteur. C'est ainsi que nous avons essayé d'abord de payer nos cotisations pour que la Guinée soit à jour. Assurer la formation des cadres, la sûreté et la sécurité au niveau des ports des pays membres sont entre autres les missions que s'assigne la Guinée pendant ces 12 mois de mandature. Dernier élément de cette rétrospective de la semaine, le gouvernement, à travers le premier responsable de la ville de Conakry, interdit à nouveau l'usage de pétards par des citoyens, surtout en cette fin d'année. Une décision qui fait suite à la recrudescence dans les rues de la capitale des bruits détonnants de ces gadgets explosifs en ce mois de décembre. Une décision qui est d'ailleurs appréciée par des citoyens, mais mal vue par des vendeurs qui privilégient tout d'abord leur intérêt. Reportage au Marceau. Le mois de décembre de chaque année est synonyme de fête dans beaucoup de pays de par le monde. En Guinée, des citoyens se font le plaisir de se livrer à certaines pratiques. Parmi ces habitudes figure l'éclatement des pétards. Mais cette année, comme celle précédente d'ailleurs, le gouverneur est ferme sur les mesures prises contre toute personne qui s'hasarderait à la détonation de ces explosifs. Nous allons, à partir d'aujourd'hui, à partir des communiqués que nous avons passés, interdire la vente de ce matériel. Et quiconque qui va être pris en train de tirer ces pétards, il va être arrêté. Tout individu, tout jeune dans la rue et dans les familles qui va se permettre prochainement, à compter d'aujourd'hui, à tirer ces pétards, il va être arrêté et enfermé. Une décision qui semble réjouir des citoyens qui disent être pris de peur, souvent avec le fracas que ces pétards produisent. La décision est très bienvenue parce que l'usage des pétards dérange la quiétude de la population. Et ça empêche même la population de savoir est-ce que c'est des bandits qui attaquent quelque part, est-ce que c'est les enfants qui s'amusent, donc on ne comprend rien. Donc la décision vraiment est salutaire. Pour des citoyens, l'État, en plus de l'interdiction, ne doit autoriser la déflagration de ces pétards que spécifiquement le jour de Noël ou le dernier jour de l'année. Une manière pour la population de célébrer la fin de l'année en beauté. Dans les autres pays, comment ça se passe? On attend jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire donc si c'est le 31 ou bien si c'est le 24, on laisse les enfants quand même s'enjailler, les enfants vont jouer, donc ils vont éclater, donc ça va faire des bruits par-ci par-là. C'est pas interdit, mais du fait qu'il faut attendre. Par exemple, aujourd'hui c'est le 9, jusqu'au 24, donc laisser les enfants se donc ça éclate par là, c'est des bruits par-ci par-là. Là, on ne peut pas accepter cela. Du côté des vendeurs de ces gadgets explosifs, la nouvelle est mal reçue. Ces commerçants disent investir de fortes sommes dans l'importation de ce matériel. Selon eux, cette mesure devrait être prise bien avant le mois de décembre. Si le plan est de passer au port, revenir jusqu'au Madina, c'est obligation qu'on revend. Il faut l'entrée début, auto, avant le décembre. Vous disiez le commerçant, à chaque commerçant qui envoie une flambeau ici, on saisira, on la mettra en prison. Pour le mettre en garde avant décembre, quoi. Cette décision intervient au moment où des citoyens s'activent dans les préparatifs des festivités de fin d'année. Voilà, mesdames et messieurs, ça en est terminé au compte de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Merci et portez-vous bien.